Zimbabwe, un homme a été tué par balle lors de manifestations post-électorales à Harare. L'armée a ouvert le feu sur des partisans de l'opposition qui dénonçaient des fraudes lors des scrutins de lundi dernier. Au Mali, dans l'attente du verdict des urnes, 2/3 des candidats au premier tour de l'élection présidentielle ont affirmé qu'ils n'accepteront pas les résultats affectés par des irrégularités dans une série de circonscriptions. Et puis après 11 années passées hors de son pays, l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba est rentré ce mercredi en République démocratique du Congo. L'opposant a été accueilli à sa descente à l'aéroport de Ndili par des proches et des cadres de son parti. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, un homme a été tué par balle lors de manifestations post-électorales ce mercredi à Harare. L'armée a ouvert le feu sur des partisans de l'opposition qui dénonçaient des fraudes lors des scrutins de lundi dernier. La victime a reçu une balle dans l'estomac et a succombé à ses blessures. Les images. Des centaines de partisans de l'opposition sont descendus dans la rue mercredi dans la capitale zimbabwéenne après l'annonce officielle de la victoire aux législatives du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Des barricades ont été érigées dans la ville avec des blocs de béton et des pierres. La police et l'armée sont intervenus pour disperser les manifestants à coups de balles réelles, de gaz lacrymogène et de canons à eau. Des policiers anti-émeutes bloquaient l'accès mercredi après-midi au siège du principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC, tandis que des véhicules militaires patrouillaient dans la ville. Les résultats de la présidentielle n'ont pas encore été annoncés, mais le leader du MDC et candidat à la présidentielle, Nelson Chamisa, a affirmé mercredi matin qu'ils étaient en train d'être truqués. Sur son compte Twitter, le président sortant Emmerson Mnangagwa lui a répondu en appelant tout le monde à cesser de faire des déclarations provocatrices et à faire preuve de patience et de maturité en attendant les résultats définitifs. Tout a commencé lorsque la commission électorale du Zimbabwe a publié mercredi les premiers résultats partiels des législatives. Sur 153 des 220 circonscriptions du pays, la ZANU-PF a obtenu 110 sièges, tandis que le Mouvement pour le changement démocratique, principal parti de l'opposition, n'a réuni que 41 sièges. Il faut dire qu'avant le déclenchement des violences à Harare, les observateurs de l'Union européenne ont, au cours d'un point de presse, rendu public le rapport de leur mission d'observation. À travers ce rapport, ils ont entre autres dénoncé une inégalité des chances entre les candidats lors des élections générales. On écoute. Bien que les droits politiques ont été en grande partie respectés, il y a des inquiétudes concernant le climat des élections, le mauvais usage des médias et l'absence de conditions de concurrence équitables. Les observateurs ont fait état d'efforts pour saper l'expression en toute liberté de la volonté des électeurs par le biais d'incitations, des intimidations légères, des pressions et des contraintes contre les électeurs potentiels pour qu'ils votent en faveur du parti au pouvoir. Parlons toujours d'élections, mais cette fois-ci au Mali, dans l'attente du verdict des urnes. 2/3 des 24 candidats au premier tour de l'élection présidentielle ont affirmé ce mercredi qu'ils n'accepteraient pas les résultats affectés par des irrégularités dans une série de circonscriptions. Parmi les signataires de la déclaration commune présentée à la presse figurent notamment le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé et l'homme d'affaires Aliou Diallo. Tous les deux se sont déjà dit certains de figurer au second tour prévu le 12 août prochain contre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui, selon son camp, arriverait largement en tête. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de leur déclaration. Rappelons aussi les graves accusations de corruption formulées contre la Cour constitutionnelle qui n'ont fait l'objet d'aucun démenti, constatant les graves et multiples anomalies qui ont émaillé le processus électoral avant et pendant le scrutin du 29 juillet 2018, constatant par ailleurs que l'élection n'a pu se tenir dans de nombreuses localités encore imprécises en termes d'électeurs et de communes concernées, considérant la gravité des faits ainsi constatés, nous n'accepterons pas
des résultats affectés par les irrégularités énoncées ci-dessus. Restons au Mali où la chef de la mission des observateurs de l'Union européenne a insisté pour que les autorités publient une liste complète et détaillée des bureaux de vote où le scrutin présidentiel n'a pas pu se tenir dimanche dernier en raison de violences. 2 jours après le scrutin, le pays est toujours dans l'attente des résultats. Voici les images. Les Maliens étaient aux urnes dimanche dernier pour élire leur nouveau dirigeant. Le scrutin n'a pas pu se tenir dans tous les bureaux de vote le jour J en raison de violences. Face à cette situation, la chef de la mission des observateurs de l'Union européenne au Mali insiste pour que les autorités publient une liste complète et détaillée des bureaux concernés. La mission de l'Union européenne, qui a suivi le dépouillement des votes et qui poursuit son observation de la centralisation des résultats, renouvelle sa demande adressée aux autorités de publier la liste complète et détaillée des bureaux de vote où le vote n'a pas eu lieu. Nous demandons en outre la publication en ligne de l'ensemble des résultats, bureau de vote par bureau de vote. La chef de la mission européenne a en outre appelé les candidats à faire preuve de mesure en évitant d'annoncer leurs propres estimations avant la publication des résultats provisoires par l'administration électorale. Selon le gouvernement malien, le vote n'avait pas pu se tenir dimanche dans plus de 700 bureaux sur quelques 23 000, dont près de 600 dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Je l'annonçais en titre, l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, tout juste acquitté par la Cour pénale internationale, est rentré ce mercredi en République démocratique du Congo. L'opposant accueilli à sa descente à l'aéroport de Ndili par ses proches et des cadres de son parti compte s'inscrire dès demain parmi les candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain afin de succéder au président Joseph Kabila. Reportage. Après 11 ans d'absence, Jean-Pierre Bemba a atterri en jet privé en provenance de Belgique vers 8h30 GMT à l'aéroport de Ndjili où il a été accueilli par ses partisans du mouvement de libération du Congo. Ces partisans ont dénoncé un dispositif policier qui l'empêche selon eux d'aller à la rencontre des Kinois. Des dizaines de milliers de personnes sont sorties mercredi dans les rues pour saluer son retour, mais la police a tiré des gaz lacrymogènes à une dizaine de reprises sur le boulevard Patrice Lumumba pour disperser la foule. Les pro-Bemba du MLC rêvaient d'un accueil grandiose avec 1 million de personnes, mais dans les faits, ce sont surtout des centaines de policiers qui ont été déployés entre le centre-ville et l'aéroport. L'ex-vice-président congolais revient en RDC une semaine avant la date butoir du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Jean-Pierre Bemba retrouve donc une ville qu'il avait quittée le 11 avril 2007. Depuis, il a passé 10 ans dans les prisons de la CPI, condamné en juin 2016 à une peine de 18 ans pour des exactions de sa milice en Centrafrique en 2002-2003. Après son dépôt de candidature, Jean-Pierre Bemba compte se rendre samedi dans son fief familial de Gemena, dans le nord-ouest du pays. Au Cameroun, environ 200 personnes ont pris part mardi à une marche dans les rues de Bouéa, chef-lieu de la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. Le but de cette manifestation était de dénoncer la tentative de sécession des 2 régions anglophones du pays. Plus de précisions à travers cet élément. Marche contre le sécessionnisme anglophone au Cameroun. Ils étaient près de 200 manifestants à envahir les rues de Bua, chef-lieu de la région anglophone du sud-ouest, pour dénoncer la tentative de sécession des 2 régions anglophones du Cameroun. Organisée par le maire de la ville, la manifestation était aussi une occasion pour dénoncer les violences perpétrées dans le sud-ouest depuis 2 ans par des hommes armés contre des groupes armés favorables à la sécession. Nous voulons aussi critiquer absolument les actes barbariques menés dans la population, surtout les chefs traditionnels, et aussi pour avoir notre chef traditionnel tué par les ambazonis. La sécurité dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest camerounais s'est considérablement détériorée depuis fin 2017 avec des combats devenus quotidiens entre les forces de sécurité et des séparatistes armés. Ces derniers réclament la création d'un État anglophone indépendant.
Le conflit qui monte en intensité a provoqué la fuite de 21 000 réfugiés dans les pays voisins et 160 000 déplacés internes, selon l'ONU, qui pense que ce chiffre est certainement sous-estimé. Au Bénin, le président Patrice Talon a décidé d'abandonner pour une durée indéterminée un projet de révision de la Constitution qui devait être soumis au vote populaire. Principal argument avancé, l'organisation d'un référendum coûterait trop cher et n'était pas une priorité. Le chef de l'État béninois a fait cette déclaration lors d'un discours télévisé mardi à la veille de la 58e fête de l'indépendance du pays. Les détails. Patrice Talon décide d'abandonner un projet de réforme constitutionnelle qui devait être soumis à référendum. Selon le chef de l'État, la réforme initiée par l'Assemblée nationale est certes importante, mais elle ne constitue pas pour l'heure un enjeu prioritaire. J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas user de cette faculté et donc de ne pas organiser de référendum sur ce sujet. D'abord, parce que dans son état actuel, la loi organique sur le référendum ne me permet pas d'y recourir sans méconnaître cette disposition essentielle. Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite, parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme constitutionnelle qui n'avait pas atteint les 4/5 de la majorité parlementaire requise lors de son étude par l'Assemblée nationale début juillet devait être renvoyée automatiquement au vote par référendum. Cette réforme, portée par le président, prévoyait notamment de consacrer l'amélioration de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale, supprimer la peine de mort, instaurer une Cour des comptes et regrouper toutes les élections. Mais la question du regroupement des élections, avancée par ses défenseurs pour réduire les coûts, ne faisait pas toutefois consensus. L'opposition redoutant que la durée des mandats soit allongée pour faire coïncider les scrutins. Il faut dire que ce référendum aurait davantage ressemblé à un vote pour ou contre la politique de Patrice Talon à la mi-mandat, un pari risqué pour le chef de l'État qui subit de plus en plus de critiques, notamment au sein du monde syndical, pour sa politique libérale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.